Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé. Je suis ravi de vous retrouver. Planète Ingé, c'est le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Ce podcast est entièrement coproduit avec ses auditeurs et ses invités, avec pour objectif de le faire grandir et qu'il n'ait pas besoin de faire appel à de la publicité pour continuer d'exister. Alors, si vous voulez aider Planète Ingé et devenir un membre du collectif, vous avez deux possibilités. Soit vous achetez l'épisode pour 30 € et vous devenez le gardien intemporel du fichier audio et vidéo. Et vous devenez alors surtout un membre de la communauté Planète Ingé. Pour ça, ça se passe sur planeteinger.uncut.fm et 10% des revenus sont reversés automatiquement à une ONG ukrainienne. Vous pouvez aussi faire un don direct et récurrent sur la page Tipeee de l'émission avec exactement les mêmes compensations. Je vous mets les liens dans le descriptif. Merci à tous, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute, bon épisode. Bienvenue à tous, seconde partie de Planète Ingé avec Karim Belhenry. Salut Karim. Salut Mathieu. Bon, on se redit bonjour, hein. D'ailleurs, on ne s'est pas souhaité la bonne année. Bonne année, je ne sais pas quand C'est sera bonne année à diffusé. toi aussi. C'est Je vrai. sais pas quand sera Parce que diffusé l'épisode, mais meilleurs vœux. Pour ceux qui veulent découvrir qui tu es, je les renvoie sur la première partie. Là, on va parler de freelancing toujours. Comment, et ça peut intéresser aussi les non-freelance, parce que le construire son réseau personnel pour trouver du travail, même en CDI ou pour faire carrière en entreprise, c'est important. On avait déjà abordé le sujet dans un épisode hors série avec Flavie Prévost. Donc, vous irez l'écouter. Karim, on va parler donc développement de réseau et aussi marché caché. C'est quoi le marché caché? Alors, on commence par le développement d'un réseau. Je sais pas, dis-nous un peu toi, comment tu vois les choses. Est-ce que tu as une structure, une façon de faire? Je te laisse un petit peu mmh. piloter, cette partie-là de l'épisode. Alors la création d'un réseau, c'est quelque chose qui est primordial, dans plein de dans plein de domaines, mais en particulier en freelance. Et ce que je dis toujours au début, c'est quand on veut se lancer dans la création d'un réseau, parce qu'aujourd'hui le réseau, on en entend parler partout, on sait que c'est bien, on sait que ça nous apporte des opportunités, on ne sait jamais comment s'y prendre. La première étape, c'est de savoir pourquoi on veut se créer un réseau. Je pense que c'est primordial. Pourquoi on veut se créer un réseau? Est-ce que c'est parce que en tant que freelance, on veut décrocher des opportunités pour nous-mêmes? Est-ce que c'est pour, faire de l'apport d'affaires? C'est-à-dire qu'on nous propose des opportunités et puis, qu'on les transmette à un freelance avec une commission qui va bien? Est-ce que c'est pour faire de la veille sur son marché? Est-ce que c'est un peu des 3? C'est très important de le faire parce que, connaître ce pourquoi, on veut créer un réseau, ça nous permettra d'être plus visible auprès de ce réseau. C'est comme si vous voulez lancer un marché, un produit ou un service au sein d'un marché, ce que vous proposez, ça doit être très facilement identifiable pour que les gens se rappellent de vous. Donc c'est pareil pour, pardon, c'est pareil pour la création d'un réseau freelance. Premièrement, vous devez comprendre pourquoi vous devez créer ce réseau. Très souvent, les gens, c'est pour, hem, pouvoir décrocher des opportunités sans passer par les plateformes de freelance ou sans attendre qu'on nous appelle parce qu'on a mis à jour son profil sur LinkedIn. Donc décrocher des opportunités de ce qu'on appelle communément le marché caché. Ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez déterminé pourquoi, vous voulez créer ce réseau, la deuxième chose à faire, c'est identifier les gens que vous allez pouvoir contacter, et qui vont être utiles dans la créa dans l'accomplissement, dans l'atteinte de cet objectif. Si votre but, c'est typiquement d'obtenir des missions du marché caché, hem, s'il y a un type très simple d'acteurs que vous devez rajouter, c'est les commerciaux des ESN. C'est très simple à dire, mais c'est eux qui ont le carnet d'adresses le plus fourni, clairement. Donc vous devez contacter, ces personnes, mais vous savez très bien que les commerciaux des ESN, ils voient pas que vous, ils voient plein de gens. Donc la première chose à faire quand vous allez faire un entretien réseau avec une personne, c'est de pouvoir vous présenter très rapidement, de façon très claire et ce que j'aime bien dire, c'est avoir des choses qui vous distinguent un peu du reste, pour rester en top of mind un petit peu de la personne. Parce que, comme j'ai dit, là, j'ai publié un post il y a pas longtemps dessus. Si votre seule particularité, c'est de faire 1,80 m et d'être brun, il y a peu de chances qu'on se souvienne de vous, quoi. Voilà.
Mais si par exemple, Même si c'est une qualité. même si c'est une qualité, moi je fais 1,81 m, donc je fais pas partie de cette catégorie, mais en effet, c'est une qualité en tout cas. Non, mais si je prends le cas un peu extrême, si vous avez 3 jambes et 4 bras, il y a plus de chances qu'on se souvienne de vous que si vous êtes un peu une personne donc toujours avoir quand vous vous présentez auprès d'une personne, premièrement, vous présenter de façon claire et limpide. Deuxièmement, présenter pourquoi vous voulez discuter avec la personne, donc le but de la création de votre réseau. Et troisièmement, avoir des choses, qui vont vous démarquer du reste de la population. Parce que qu'il faut bien comprendre, si on parle de la création d'un réseau à but de génération d'opportunités du marché caché, c'est que vous allez parler à la personne le lundi à 13 h, à 15 h, elle vous aura déjà oublié. Donc si demain, il y a un client qui lui propose une mission, et que vous pouvez faire l'affaire, qu'est-ce qui fait qu'au final, cette personne va vous contacter pour vous dire: «J'ai pensé à vous parce que ce type d'opportunité va». Donc la première impression est super importante et après, bien évidemment, il y a toute la partie maintenance et apport de valeur qu'il va falloir faire régulièrement, sachant qu'il faut garder en tête que dans la création de réseau, le plus important, c'est de rester ce qu'on appelle top of mind des personnes de votre réseau. C'est-à-dire que si on prend un cas un peu extrême, si toutes les personnes de votre réseau pensent à vous, chaque seconde de la journée, bah, forcément, si elles ont des opportunités à vous présenter, des opportunités qui se présentent, elles penseront à vous en premier. Le OK, but, c'est voilà, c'est ça. OK, très clair. Bah, écoute, on va un petit peu développer chaque aspect. Moi, j'ai pris des notes. Mmh. Donc, j'ai noté le premier truc, c'est, pourquoi on veut développer son réseau et ça a amené à un point peut-être que tu voulais mentionner ou que est-ce que c'est important, d'avoir quand on se présente justement de s est-ce que c'est important de se, numéro un de se nicher? De dire: «Bah, voilà, moi je suis freelance dans le secteur de l'énergie ou dans le secteur de l'agroalimentaire» ou voilà. Est-ce que c'est important de se nicher pour que les gens comprennent, où tu veux, aller? Et du coup, d'avoir un profil, je dirais un profil LinkedIn ou un profil, écrit ou verbal qui reflète cette niche. Oh, là, tu relances la grande bataille de est-ce qu'il faut se nicher ou est-ce qu'il faut pas se nicher, c'est ça? J'adore cette bataille. C'est la grande bataille. J'ai envie de dire, comme dit le fameux Mister Jancovici, «Les 2 mon capitaine». Ça va dépendre, en fait, parce que et c'est là où la découverte de marché, elle est primordiale. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait penser qu'il faut se nicher le plus possible, pouvoir être, pour qu'on se souvienne de nous. Mais c'est pas forcément le cas. Il existe des métiers très souvent ou des types de profils qui sont super recherchés parce qu'ils sont polyvalents. Parce qu'ils sont polyvalents. Je prends des exemples, c'est peut-être pas forcément le cas, mais c'est juste à titre d'exemple. Il est tout à fait possible que dans le dev logiciel d'une techno en particulier, ce qui est apprécié en particulier, c'est des gens qui sont bons techniquement dans ce qu'ils font dans le développement pur, mais qui sont aussi capables de s'interfacer avec des cellules métiers et ci et ça. Donc des gens qui sont assez polyvalents, par exemple. C'est tout à fait possible. Mais ça, vous ne le trouverez pas sur Internet. Il faudra aller faire une découverte de marché pour bien comprendre ça. Donc, il y existe des niches, donc il y a des niches sur des compétences spécifiques, mais il y a aussi des niches sur des profils polyvalents. Ça existe aussi. Par contre, si votre but, c'est de dire: «Je vais créer un réseau et à chaque fois, je vais me présenter comme la personne pouvant tout faire», ce qui est souvent la problématique des gens expérimentés, quoi, parce qu'ils ont beaucoup de choses, ils savent faire beaucoup de choses, donc ils vont dire: «Bah, je suis capable de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça». Oui, mais si dans ton marché, on s'en fiche de ça, si dans ton marché, on recherche des gens qui sont très bons dans un domaine, tu vas jamais raisonner. Donc, quand une personne de ton réseau aura une opportunité qui arrive et il se peut qu'elle correspond à une des choses que tu sais faire, c'est pas toi qu'elle va contacter. C'est quasiment sûr parce que tu l'auras un peu embrouillé, tu lui auras dit plein de choses. Elle préférera contacter une personne qui est spécialisée là-dedans parce que c'est ce qu'elle recherche. Oui et puis, j'en discutais justement avec au téléphone avec, un ingénieur, ultra polyvalent, 40 ans, qui se retrouve sur le marché du travail et il me Mmh. dit, «Les gens me trouvent, trop technique, trop plein de trucs et ils pensent que je vais m'ennuyer et cetera». Et moi je lui répondais et tu me diras ce que tu lui aurais répondu toi. Moi je lui répondais en disant: «Ben non, mais quand tu vas voir une offre d'emploi ou un employeur, il y a un besoin, Mmh. il faut que tu répondes à ce besoin. Il faut pas que tu te vendes toi, il faut Mmh. que tu vendes, une réponse à un besoin». Et du coup, les gens, ils C'est se ça. disent: «Ah bah tiens, lui, il fit à mon besoin, on s'en fout qu'il soit, polyvalent ou qu'il va s'ennuyer». C'est des questions qui se posent même pas puisque tu as répondu à leurs besoins. Je sais pas, est-ce que Absolument. tu leur as répondu à Je suis d'accord, mais d'ailleurs, comme je disais juste avant, c'est souvent une problématique des gens qui ont de l'expérience parce que quand tu commences, de mmh. toute façon, l'expérience, il y en a pas beaucoup.
Pour te spécialiser, c'est plus rapide. Mais si je prends un exemple un peu basique d'une personne qui a 40 ans, qui a fait toutes les étapes du cycle en V, qui a fait 3 ans de conception, 4 ans de 4 ans de pas de développement, 5 ans de test, elle sait faire beaucoup de choses et puis, quelques années en mise en service. Elle sait faire plein de choses, en fait. Donc elle se dit: «Je vais présenter mon profil comme étant une personne polyvalente qui a tout vu, ça sera plus attirant». Mais pas forcément du tout, pas forcément du tout. Et d'ailleurs, en général, ce sont des profils, très souvent, qui sont plus attirants pour des gens salariés. En freelance, en général, on a plutôt tendance à demander de la spécialisation. Va chercher de la spécialisation. Des gens qui sont assez polyvalents, dans le monde du salariat, ça se trouve plus facilement. OK, Et la ça me paraît spécialisation, c'est plus du freelance, hein. OK. Je suis désolé parce que en fait, je coupe parce que j'aime bien avoir le profil LinkedIn de l'invité quand on fait une interview, mais là, du coup, j'ai quelqu'un qui se réveille et qui me reprend le message, donc je Ah ferme ton d'accord. profil, je n'en ai pas besoin. Mmh. Hem, Ce que je voulais te dire, c'est que voilà, j'espère qu'on a été clair pour les auditeurs sur la façon de se positionner par rapport à son marché. Moi, il y a un autre terme que tu as employé, que je trouve très intéressant et tu as parlé d'entretien réseau. C'est-à-dire que tu, sollicites des rendez-vous avec des gens pour créer du réseau. C'est-à-dire pas forcément pour, répondre à un besoin, mais alors donc est-ce que tu peux nous aider à cadrer cet entretien réseau? Ce qu'il faut faire et pas faire? Et comment tu sens, toi, les gens qui vont être des bons candidats à l'entretien réseau et pas des relous, avec qui tu vas perdre ton temps, en fait? Tu veux dire des interlocuteurs? Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Parce que ça arrive, moi, de prendre des calls avec des mecs qui veulent faire du réseau. Je dis: «OK, vas-y» et puis en fait, tu te retrouves embarqué dans une discussion qui n'a ni queue ni tête. Donc Bon, on fait pas d'omelette se casser les œufs, malheureusement, beh, voilà, c'est pas toujours la les effets de bord. problématique. On n'a pas de bol, mais non, non, mais donc voilà, comment on cadre un entretien réseau et est-ce que toi, tu as un petit tips pour détecter un peu les mauvais candidats pour ça, en termes d'interlocuteurs? Enfin, premièrement, un entretien réseau, il est là pour se présenter, pour se mettre en visibilité, pour dire a priori, toi, personne X, hem, il est possible qu'on ait des intérêts qui soient communs. Voilà. Donc je viens me présenter à toi, voilà. Je vais te présenter un peu mon parcours, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de toi aussi, voilà. Et puis on va voir est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse des choses ensemble et cetera. Hem C'est pour ça qu'il est très important au préalable d'avoir identifié les personnes qui vont pouvoir t'aider là-dedans. Parce que si tu es ingénieur ou développeur freelance et puis tu veux mettre les gens des gens de ton réseau, des boulangers, peut-être, ils vont peut-être te donner du pain ou t'apprendre à faire du pain, mais il y a peu de chances qu'ils soient très utiles pour ce que tu veux faire. Ouais. Donc, il faut dans un premier temps bien cibler les gens. Après, est-ce que les interlocuteurs vont être de qualité ou pas de qualité? Ça s'apprend avec le temps. C'est comment tu vas réussir, heu, à mener un petit peu la discussion. Parce que quand tu rentres en entretien réseau, tu es pas non plus là pour, faire ami-ami ou quoi que ce soit. Le but, c'est de rentrer en entretien réseau en disant: «Moi, cette personne, le but, c'est que je me présente à elle, qu'elle me présente aussi, elle, son parcours et cetera et de voir s'il est possible de faire des choses ensemble». Tu vois? Si à la fin, de l'entretien, il faut bien garder ça en tête pendant, c'est comme une négo, hein. Pendant tout l'entretien, il faut garder ça en tête, ce but en tête pour comme ça, à la fin de l'entretien réseau, dire: «Est-ce que cette personne, je la garde dans mon réseau et donc je vais développer un peu je vais dérouler mes routines de maintenance avec cette personne ou non? Ou est-ce que je me dis: "Cette personne au final, ça servira à rien parce qu'elle est trop éloignée de ce que moi j'ai à proposer"?» ou alors, au niveau, feeling, ça passe pas très bien, donc à mon avis, elle me rappellera jamais. C'est des choses qui sont compliquées à quantifier ça. Des choses qui sont compliquées à quantifier. Je pense que c'est vraiment avec l'expérience que D'accord. tu peux réussir à savoir ça. Ça passe bien de contacter quelqu'un et de lui dire, «Bonjour, on peut se rencontrer pour, échanger», enfin, pour faire du réseau. Vaut mieux être cash, en fait, d'ailleurs, je pense, non? Faut mieux dire aux gens, «C'est un call de networking». Oui, moi je te le dis par moi-même et parmi toutes les personnes que j'ai pu accompagner, je ne crois pas avoir eu des personnes qui ont répondu de façon méchante. Des fois, il y a des gens qui ont pas le temps, ça peut arriver, mais de façon générale, les gens sont quand même assez civilisés et de toute façon, tu prends un ingénieur ou un dev qui est freelance, par exemple, et il rentre en contact avec un commercial de SN, par exemple, il y a peu de chances qu'ils disent non. Peu de Mmh. chances qu'ils disent non. Mmh. Voilà. Donc On il a va parlé prendre de ton on a parlé de SN, et du coup, ça nous fait une, attends, je regarde. Ouais, attends, non, j'allais passer sur le marché caché, mais je veux pas y passer, ouais. on va y venir. Il y avait un autre point, que tu as mentionné,
Mmh. c'était la maintenance de son réseau. Qu'est-ce que ça veut Oui. dire la maintenance de son réseau et comment on fait la maintenance? Bah, ce qu'on appelle la maintenance du réseau, il y a 2 parties dans la dynamique de création de réseau. C'est la première, c'est, l'initiation, donc se rendre visible auprès des gens et la deuxième chose, c'est, bon maintenant monsieur X ou madame Y, maintenant que j'ai discuté avec vous, j'ai envie que vous res que j'ai envie de rester dans votre tête, tout le temps. Parce que s'il y a une opportunité qui passe le lundi à 13h, j'ai envie de vous penser à moi et donc il y a toutes des routines de maintenance à mettre en place, pour que rester dans ce qu'on appelle en top of mind, simplement de la personne et donc il y a à la fois ça, premièrement et il y a aussi, il faut faire en sorte que les membres du réseau restent en top of mind de de toi-même. Ça, c'est super important parce que la base du réseau, c'est l'apport de valeur. Donc il faut être capable d'apporter de la valeur aux gens. Mais, tu vas pas pouvoir apporter de la valeur, premièrement, si tu sais pas ce qu'ils recherchent, deuxièmement, si tu te rappelles plus, ce qu'ils recherchent. C'est pour ça qu'il faut identifier, en particulier dans de la création de réseau au début, lors du premier entretien réseau, type de choses que la personne recherche, quelles sont ses contraintes, quelles sont ses difficultés et ce qu'elle recherche. Et ensuite, lors de la phase de maintenance réseau, toujours se remettre, en top of mind ces personnes pour dire, bon, moi je préconise de le faire, 1 fois par semaine par exemple, ça fait pas très longtemps. Mais pour se rappeler avec un fichier Excel en mettant par exemple certains mots-clés, qui caractérisent un peu cette personne, on peut parcourir ce fichier Excel ou autre chose, pour te dire: «Voilà cette personne, deux trois mots-clés. Ce qu'elle recherche, deux trois mots-clés». Tu vois? Et tu peux parcourir des fichiers de 100, 150, 200. Tu fais ça chaque semaine, tu auras, quasiment tout le temps ces personnes en top of mind. Et Et tu quoi? ensuite, Tu leur ouais. envoies un petit message, tu leur dis coucou, tu fais, Alors, justement, il y a plusieurs façons d'apporter de la valeur. Tu peux apporter de la valeur en mettant des gens en réseau, en contact. Ça c'est vraiment, ça marche super bien. Ouais. Tu peux apporter de la valeur parce que tu sais ce qu'elle recherche et toi, tu as entendu parler d'une opportunité de ce type, donc tu peux lui en parler. Tu peux lui faire un petit coucou tout simplement, ça mange pas de pain, voilà. Tu peux aller, sur ses réseaux sociaux, donc là, on parle de LinkedIn et aller commenter sur certains de ses posts. Il y a différentes façons comme ça de rester en top of ouais, mind. d'acc Ça a pas besoin d'être très compliqué, pas besoin d'être très compliqué. Mais ce qui est super important, c'est de savoir poser les questions et je dirais même plus, toi qui es commercial, tu connais très bien ça. Hem, Normalement, les commerciaux, les bons commerciaux connaissent tous leurs clients, même les choses privées. Par exemple, tel client, il a, sa fille qui a 14 ans, qui adore le tennis. Donc quand tu es capable d'apporter de la valeur sur des choses qui sont, vachement précises ou alors, tel client, il adore les montres, il adore je sais pas ça, il a tu vois? Quand tu es capable ensuite d'apporter de la valeur sur ces choses en particulier, ça fait, ça fait un gros impact. ah Donc les ouais, commerciaux alors, connaissent bien. moi je suis un bon commercial, mais je suis pas un bon, j'ai jamais été capable d'aller sur le terrain privé et d'être capable d'appeler quelqu'un en disant: «Voilà, comment va ta fille? Comment elle fait le tennis?» Enfin, j'ai jamais Ouais, trouvé le ça a jamais été naturel chez moi, ce qui ne m'a ouais. pas empêché d'apporter de la valeur à mes clients et de me rendre, indispensable à Mmh. leurs yeux. Mais c'est important ce que tu dis, non, mais je l'entends, il faut absolument le faire. Je veux dire, on peut ça fait partie des cordes. Ça dépend des gens. Si tu veux, moi, les personnes que je vais accompagner, en particulier pour la partie création de réseau, c'est il faut faire la chose en fonction de ce qu'on est capable de faire. Pas rester dans sa zone de confort non plus, donc je pousse un peu les gens. Mais il y a des gens, si tu veux, je pourrais pas leur demander de faire certaines choses parce que ça sort trop de comment ils sont, et cetera. Moi, je considère que les aspects un peu privés comme ça, c'est tu peux parler de tout. Tu peux parler de tout et très souvent, si tu sais bien t'y prendre, à la fin d'un entretien réseau, tu obtiens des informations, ça vient avec le temps, mais qui sont d'ordre très privé. Mais ça se fait en douceur. Tu vois? Ouais, ça se fait, pas en une seule fois, quoi. Non, C'est pas un interrogatoire quand on rencontre une personne. c'est pas un Donc moi interrogatoire. Mmh. donc moi, j'ai noté qu'il faut se constituer un fichier quand même pour suivre un petit peu, son réseau, avoir une trace écrite de ce qu'on fait, et pas tout Absolument. dans sa tête. Et puis, bah, c'est de la maintenance, c'est presque hebdomadaire, hein, quand même, pour rester top of mind. Est-ce que la C'est création de contenu sur LinkedIn, ça aide à rester top of mind ou c'est une chimère? exclusivement non, mais ça aide. Après je pourrais pas te donner la contribution en Non. pourcentage, mais ça aide. Disons que ça permet de rester en top of mind plutôt chez les potentiels clients, c'est vachement important. Mmh. D'ailleurs, c'est enfin, tous les créateurs de contenu se basent sur ça, sur ce fameux billet d'exposition. Donc effectivement, on agit beaucoup dessus. Après sur les autres mondes du réseau, pourquoi pas? Par contre, c'est pas forcément la chose la plus efficace. Pas Ouais, forcément. non. Ça fait partie de l'arsenal, en fait. Ça fait partie de D'accord. l'arsenal.
Et du coup, ça nous fait une transition, vers, le fameux, marché caché. C'est quoi le marché ah bah, moi enfin on comprend, mais explique-nous, donne-nous ta définition. C'est quoi le marché caché? Et on va essayer de donner des clés aux gens pour, accéder à ce marché caché. Et du coup, là, ça intéressera tout le monde parce que je pense que c'est valable pour tous les sujets. Mais ce marché caché, il existe dans plein de domaines, en fait. Mmh. Le domaine que j'aime donner, qui est assez simple et que tout le monde comprend, c'est le domaine de l'immobilier. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'immobilier locatif. L'immobilier locatif, c'est quoi? C'est, prendre un bien pour le louer et puis toucher son loyer. Il faut que ce bien soit rentable. Ça, c'est important, et donc forcément, les biens qui sont rentables, tout le monde les recherche. Donc, quand tu as typiquement un agent immobilier, mmh, qui fait rentrer un bien parce qu'il y a un client qui veut le vendre, la première chose que fait cet agent immobilier, c'est pas qu'il va mettre, son annonce sur la vitrine de l'agence. Pas du tout ça. Il va pas non plus directement mettre l'annonce sur Le Bon Coin, à part si c'est un bien ultra atypique, il va pas le faire. En général, ce qu'il va faire, c'est il s'est constitué un réseau et il va appeler les personnes qui sont qualifiées dans son réseau. Il va dire: «Bah, écoute, j'ai un bien qui vient de tomber, voilà, est-ce que ça peut t'intéresser?» Pourquoi il fait ça? Parce que, heu, le but de l'agent immobilier, c'est de pouvoir passer le moins de temps possible pour la contractualisation et vendre son bien. Donc lui, s'il peut faire une seule visite et vendre le bien, il le fera. Malheureusement, ce qui va se passer s'il le met en visibilité, maximale, donc sur la vitrine ou alors, sur Le Bon Coin, c'est qu'il va y avoir plein de gens qui vont l'appeler, il va devoir faire le tri, c'est-à-dire et donc il va devoir ensuite échanger avec ces personnes qu'il ne connaît pas, il va devoir leur faire visiter, donc ça va faire plusieurs visites avec des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées et ça prend beaucoup. D'accord. C'est pour ça qu'ils sont créés tous un réseau. Et ben, les personnes, maintenant il faut prendre les biens immobiliers et il faut, les transposer en mission freelance. Donc c'est le même principe, et il faut prendre l'agent immobilier, il faut le transposer en apporteur de mission, donc un recruteur ou un commercial ou peu importe. C'est la même chose, quand il va avoir un bien, il va capter un bien de la part de son client, le but c'est de pourvoir la mission le plus rapidement possible. Il n'a pas envie d'avoir à faire 50 entretiens pour pouvoir le bien. Donc il va se constituer un réseau peu ou pas qualifié, ça enfin, qualifié ou pas qualifié, d'ailleurs très souvent c'est pas qualifié malheureusement, 2 personnes qu'il va pouvoir appeler rapidement pour pouvoir la mission et pour faire un minimum d'entretien. C'est d'ailleurs Mmh. ce que font, hein, on connaît ça, on a tous été appelés par des commerciaux de SN ou par des recruteurs en nous disant: «Bonjour, alors j'ai vu que vous aviez tel type de profil et cetera. Écoutez, nous on recherche potentiellement des gens comme vous, d'accord. Est-ce que vous avez une mission aujourd'hui? Écoutez, on n'a pas de mission aujourd'hui, mais bientôt ça va arriver». Donc il se crée un vivier de candidature qui est naturel. Le vivier de candidature, il est là, comme le réseau, il est là justement pour pouvoir être plus réactif quand un client va demander un besoin. Donc, ce fameux marché caché, c'est quoi? C'est toutes les opportunités, qui ne vont pas atterrir en visibilité maximale, donc sur internet ou sur des, plus de journaux maintenant, mais on va dire sur internet. Ouais, d'accord. Et du coup, par rapport à ça, ça vaut le coup de faire du réseau, tu dis parler des ESN, mais aussi avec des les cabinets de recrutement ou c'est pas le même, Bien sûr, ah bien OK. sûr, Mmh, bien oui, sûr. d'accord. Ça donc c'est des pourvoyeurs de missions de façon générale. Ça peut même être des autres freelances d'ailleurs. Tu vois? Mmh. Les autres freelances peuvent Et oui. t'apporter aussi des missions, tu vois? Prendre une commission ou pas au passage, mais ils peuvent t'apporter des missions. Ça, c'est pas un souci. En particulier, ils sont chez un client, bon, le projet est en train de grossir ou alors ils ont un besoin spécifique. Tu as fait toi t'appeler, hem et pour le coup, cette mission ne sera pas formalisée nulle part. Elle ne sera pas sur internet, elle sera pas simplement un bien un besoin justement qui est spontané. Le chef de projet ou je sais pas qui a demandé: «Bah, écoutez, est-ce que vous connaissez des freelances autour de vous là qui voilà, j'en ai besoin pendant 6 mois» et cetera. Ils vont faire le boulot et Ouais, ouais. OK. c'est du marché caché. Bon, ça, c'est le marché caché et du coup, comment on pénètre ce marché caché? Peut-être c'est redondant avec ce qu'on a dit avant, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas abordées? Alors il y a plein de façons, dont certaines façons justement que j'aborde dans mes programmes d'accompagnement. Mais ce qu'il faut retenir, si tu veux, si on passe par la partie création de réseau, heu, moi je considère qu'il y a 2 types de réseaux. Il y a ce qu'on appelle le réseau externe et le réseau interne. Le réseau externe, c'est on va commencer par le réseau interne. Le réseau interne, c'est quand vous êtes chez un client, comment vous allez vous créer un réseau au sein de ce client pour détecter des opportunités. Et après, il y a le réseau externe qui est le réseau entre guillemets «hors de chez votre client». Quand on est chez un client, par exemple, il faut se développer un réseau interne, en particulier si vous aimez bien ce client et vous voulez bosser plus loin, parce que c'est la même chose. La majorité des opportunités, heu, le but quand vous êtes freelance, c'est de pouvoir choper les opportunités avant qu'elles soient vraiment formalisées et avant qu'elles soient mises à visibilité maximale parce que ça fait trop de concurrence.
Donc il y a des techniques, c'est les techniques que moi, j'apprends dans mes programmes. Il y a des techniques quand vous jette chez un client pour savoir comment est-ce qu'on fait pour identifier les besoins avant même qu'ils soient formalisés. Donc là, on court-circuite tout le monde. On court-circuite tout D'accord. le monde et ça fait d'ailleurs, c'est pas un souci en tant que tel parce que, en général, enfin, tu dois bien connaître ça, il y a toujours un processus d'achat et cetera qui se passe. Hem, mais si le freelance s'y prend bien et s'il arrive à se mettre un peu dans la poche les responsables métiers, heu, il arrive à identifier l'opportunité, il peut même aider un peu au descriptif de mission et puis, même s'il y a un appel d'offres qui est fait, c'est lui qui le remporte. Alors en fait, Ça c'est arrive. génial parce qu'on retrouve exactement des techniques de vente complexes où on dit, plus tu es positionné tôt dans le processus d'achat Mmh, et l'ultime, position, c'est la posture de conseil, de mmh, conseiller. Tu écris l'appel d'offres. Les process d'achat sont faits pour être bypassés, ils sont bypassés en permanence. mmh. Ouais, donc plus tu es engagé tôt dans le projet, plus tu as de chances d'être, sélectionné parce que le client, bah, tu te seras, bon après des fois, il faut sentir, hein. Moi, ça m'est arrivé de faire un d'écrire l'appel d'offres, avec le client, mais le client, était Quelqu'un d'autre. parti. Bien Ouais, sûr, parce c'est que pas lui. non, mais c'était un projet, non IOM, tu vois? Donc on était sur une machine, qui était pas de chez nous. On a fait tout le prêt, mais j'aurais dû Mmh. le sentir dans la qualif que le client n'était pas prêt de changer, en fait Ouais, d'accord. et Ça peut arriver ça malheureusement. C'est vrai que ça peut arriver et je dirais que à l'inverse, si tu arrives très tard dans un appel d'offres, mais tu crées l'effet waouh, tu as une chance d'être, sélectionné parce que tu es aussi en dernière minute, mais il te faut l'effet waouh et l'effet waouh est toujours compliqué à avoir quand les acheteurs font bien leur travail et qu'ils ont réussi à lisser, c'est ça. Alors tu vois, si tu arrives à faire ça, pour toi des projets beaucoup plus gros que tu as dû à gérer, là, si on part d'une ressource, tu vois, c'est beaucoup plus simple. et ben voilà, ouais, c'est C'est ça, simple. c'est différent. Mais c'est Après très important, il y a une chose qui est vachement importante, c'est la relation qu'a le responsable métier, parce que c'est lui le prescripteur du besoin normalement. La relation qu'a le responsable métier avec son acheteur, ses acheteurs. C'est primordial ça, c'est primordial. Parce que en général, tu dois bien connaître ça aussi, les acheteurs, ils aiment bien, «se plaindre» entre guillemets et je pense qu'ils ont raison. On respecte pas leur processus. On a mis en place un processus, personne ne respecte, vous nous bypassez, vous demandez aux sociétés en direct, pour de la prestation, vous devez passer par nous, par, le processus et cetera. Mais si vous avez un responsable métier qui respecte, qui fait bien les choses et qui a une bonne coopération avec son acheteur, il y a plein de choses qui sont possibles et d'ailleurs, le fait de bypasser le process, ça peut tout à fait se faire. non, Donc mais après c'est aussi pas à trop toi long. en tant que freelance de guider. Si tu sens que ton responsable métier alors il y a 2 choses, il y a si tu sens que ton responsable métier fait n'importe quoi et va bypasser le process d'acheteur, bah, toi tu le ramènes dans les clous en disant: «Attends, attention, OK, moi, Oui, j'ai trop envie de bosser avec toi, mais oublie pas que tu as un process peut-être chez tes achats, on va peut-être faire dans les trucs» absolument. et mais ce que je voulais dire, c'était qu'on revient aussi à un petit truc de vente là, c'est ce que tu disais, c'est que, tu dois travailler avec l'utilisateur et pas l'acheteur, en fait. En fait, Absolument. l'acheteur, c'est un maillon de la chaîne, Oui, qui doit, que tu dois, traiter, mais toi, en tant que vendeur, ton objectif, c'est d'aller voir l'utilisateur final de ton c'est produit ça, et ben, c'est c'est la même ça. chose de freelance, en fait. Tu vas aller voir le responsable métier. Qui a en tant que freelance, tu n'as pas accès aux acheteurs. Ça, c'est Mmh. clair et net, hein. Les acheteurs, normalement, ils ont que des interfaces avec, les prescripteurs, avec normalement, en tant que freelance, tu les connais même pas les acheteurs, tu vois? Donc c'est compliqué ce qui est important, c'est de se mettre dans la poche le responsable métier et de lui faire comprendre que, bah, s'il te prend toi, en fait, le boulot sera bien fait, il sera fait rapidement et en plus, si tu l'as aidé avant, si tu as fait un peu de nurturing un petit peu avant, tu l'as aidé à découvrir le besoin, tu lui as proposé des choses, il y a de grandes chances parce que là, on parle de technique pure. Il y a de grandes chances qu'il passe par toi, parce qu'au moins, il sait que tu feras bien le boulot. Pas besoin de passer des interviews, pas besoin de quoi que ce soit. Allez, on parle directement. Ça fonctionne très souvent comme ça. Bon, bah, écoute, j'espère c'est marrant, hein, qu'on ait trouvé toutes ces synergies entre le métier de vente et une compétence, bah, c'est ce qu'on a dit, dans l'épisode d'avant, enfin dans la partie 1, c'est Mmh. que s'il y a bien une compétence à développer, quand on est, freelance, c'est la compétence de commercial. Oui. Donc, voilà. J'en profite donc pour faire, une petite promo. Si vous voulez connaître un peu bien les étapes de la vente, développer, et avoir un kit, clé en main pour, performer dans la vente, bah, vous allez voir sur kitsurvivante.systemsales.fr. Ça n'a rien à voir avec Planète Ingé, mais là, aujourd'hui, je me fais plaisir. C'est la faute à Karim, il m'a carrément branché sur la vente aujourd'hui, donc Je on t'ai avait dit mis dans plus le on l'avait pas préparé, on l'avait pas préparé. non, on n'avait pas préparé et je vais me faire taper sur les doigts parce que les auditeurs disaient: «On en a marre de la vente». J'ai dit: «Non, on va pas en faire dans la saison 2 C'est et puis voilà, important, pouf. c'est important.
Et puis, on arrive au terme de cette émission. Donc, Karim, c'est ton instant promo. Je te laisse faire ta promo personnelle. Et Yes, alors je vais faire court pour le coup, comme pour la première partie. Aujourd'hui, moi, j'interviens exclusivement je communique exclusivement sur LinkedIn, hein, sur mon profil Karim Bellamri. Je propose, des services à destination de 2 types de personnes, à la fois les ingénieurs salariés qui veulent devenir freelance. Je leur propose un accompagnement justement pour assurer la transition de façon méthodique et sécurisée pour partir, sur de bonnes bases. Et j'accompagne aussi les ingénieurs ou les développeurs qui sont déjà freelance, en particulier sur les aspects création de réseau, sur les aspects, comment décrocher des opportunités du marché caché et surtout comment décrocher des opportunités qui vont vous plaire. Parce que comme je disais, ce qui est pour moi le plus important quand on est freelance, c'est vraiment de jouir de cette liberté et jouir de cette liberté, bah, il faut travailler. Elle ne OK. s'obtient pas. Ben voilà. Bah, donc vous irez voir Karim, on mettra le lien de son LinkedIn dans l'émission. Et avant de souhaiter, une bonne soirée à Karim, hem, pour les abonnés à la newsletter, donc newsletter.planeteng.fr, vous allez accès à la vidéo de la question bonus. Donc Karim, tu restes avec moi pour la question bonus et je dis au revoir aux auditeurs. Merci Karim, merci pour ta participation. Je t'en prie. Et voilà, c'est la fin de cette interview passionnante. J'espère que comme moi, vous avez appris plein de choses et que vous vous êtes régalés. Si vous avez aimé, surtout partagez l'émission autour de vous. Et n'oubliez pas qu'elle est coproduite par les auditeurs et les invités, donc je compte sur vous pour la soutenir. Vous pouvez le faire de deux manières, soit en achetant les NFT sur planetag.uncut.fm ou tout simplement en faisant un don sur la page Tipeee. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. En attendant une nouvelle aventure lundi prochain, abonnez-vous à la newsletter, newsletter.planetag.fr pour ne rien rater du podcast. Merci les amis, à la semaine prochaine.